Bonjour à toutes et tous. Les questions et la présentation seront en français, les réponses de Chris, bien sûr, en anglais. Vous avez les casques. Voilà, donc merci d'être venus si nombreux ce samedi matin pour honorer notre Grand Prix 2021. Chris, nous voudrions d'abord, Sonia Deschamps, June, Julien Misseret et moi-même, vous dire merci. Merci pour tout. D'abord, merci d'être venu en ces circonstances difficiles. Merci d'avoir collaboré de façon aussi active à la préparation de l'exposition qui est dans la salle juste à côté. Et merci surtout de nous avoir donné cette œuvre merveilleuse, si diverse, qui depuis 30 ans nous montre quelques-uns des renouvellements les plus étonnants de la bande dessinée, depuis les petits fascicules de Acme Novelty Library, jusqu'à Jimmy Corrigan, qui a obtenu le prix du meilleur album à Angoulême en 2003 et bien d'autres prix à travers le monde. Puis cet extraordinaire livre-objet, Building Stories, qui inspire le titre de l'exposition que nous présentons, Building Chris Ware. Et ce livre, Building Stories, qui est bien plus qu'un livre. Et puis tout récemment, Rusty Brown, encore une autre expérience, encore une autre surprise et tant d'autres travaux, tant d'autres objets que nous pouvons découvrir. Alors voilà, l'essentiel, ça sera de laisser la parole à Chris pendant l'heure que nous avons ensemble. Comme nous n'avons qu'une heure, il n'y aura pas de questions du public. Nous allons, en alternance, June et moi, lancer Chris Ware en espérant que une ou deux ou trois questions suffisent à provoquer les réponses que nous attendons. June, c'est à toi pour la première question. Merci à toutes, merci à tous. Comme l'a dit Benoît, on est ravis d'accueillir Chris. Donc d'abord, merci Chris, publiquement. Je pense que tout le monde ici, c'est une preuve que vous étiez attendu. La première question pourrait se tourner sur le rapport que vous avez à cette exposition. On connaît votre attachement pour l'objet imprimé, pour le résultat, pour la forme finale. Qu'est-ce que cela peut vous faire de voir votre travail et les étapes de ce travail que vous considérez souvent, vous le répétez traditionnellement, que pour vous ce ne sont que des étapes et que ce qui compte c'est le résultat final. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de voir autant de pièces originales réunies à un seul endroit et puis de quelle manière vous pouvez faire résonner ça avec votre approche de votre travail et du rapport que le public peut avoir avec celui-ci? Alors, bonjour tout le monde. Bon, c'est une question très élaborée. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Il est si tôt ce matin. Qui veut voir un dessinateur à 10 h du matin, un samedi, quoi? C'est atroce. Donc j'espère que vous allez avoir de l'argent du gouvernement français pour ça quand même, hein. Mais bon, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir ici. C'est un grand honneur, bien sûr, pour moi, d'avoir cet accueil du festival avec le Grand Prix, bien sûr, et tout l'argent qu'ils ont dépensé à prendre ce que j'ai fait, à clouer ça au mur. Donc merci June, Benoît, d'avoir fait ça. Je pensais jamais que ça allait avoir lieu, mais... Alors June me disait, ça fait quoi de voir mon travail sur un mur en fait. Donc bon, je me suis habitué un petit peu depuis le temps, donc je montre parfois ce que je fais, mais la BD en fait c'est un art d'intimité. C'est l'art aussi de l'impression. Et fondamentalement, en fait, c'est rien, c'est un déchet en quelque sorte, mais il y a une relation incroyable entre la BD et le lecteur. Donc si on enlève les choses de sa bibliothèque, en fait, on peut le mettre à la poubelle sans vraiment s'inquiéter. C'est pas comme un tableau qui coûte cher et donc il faut avoir un transporteur spécialisé, etc. Donc voir ces œuvres originales sur le mur, en fait, je me suis dit, je dois sortir de chez moi un peu plus souvent parce que je passe beaucoup de temps devant mon bureau. Mais c'est ça la BD. La BD, c'est une activité très personnelle, très privée, très solitaire. Et c'est ce que j'aime en fait là-dedans. Il y a très
peu de collaboration là-dedans. Bon, ça peut mener à un problème, à des problèmes mentaux, à la folie, mais bon, mais ça permet une relation de 1 à 1 avec le lecteur. Mais je ne pense pas que c'était la question. Bon, j'ai l'impression d'avoir un scan, un IRM ou quelque chose. Yeah, take it out. Yeah, you're fine, you're fine. You need to take it out, actually. You can just take it. Yeah, but you'll have to put it back in when they, when they speak. This is the voice. This is your conscience speaking to you. Yeah. Bon, ouais. Donc je vais l'enlever. Donc j'espère que vous n'avez pas payé pour venir quand même. Donc bon bah j'ai un peu d'argent sur moi, donc je peux vous rembourser un petit peu. Hein. Une autre question, Chris. En 1837, ça ne nous rajeunit pas, Rodolphe Töpfer définissait la bande dessinée par sa nature mixte, cette interaction inséparable de texte et d'image. Un peu plus récemment, Art Spiegelman a eu cette formule très belle et très forte. Comics is the art of turning back time into space. Donc la bande dessinée, c'est l'art de ramener le temps, de transférer le temps dans un espace. Quelle serait, vous, votre propre définition de la bande dessinée, de ce qu'elle a d'unique? Ah bah je ne peux pas les battre, hein. Je ne peux pas battre les deux définitions, hein. Ça c'est sûr. Oh non, je suis sûr que tu as quelques idées quand même. Alors, c'est clair, ce qu'a dit Art, là, donc, transformer le temps en espace et l'espace en temps, en fait, ça dépend de son point de vue. Mais c'est musical aussi, la relation entre la composition musicale et la composition d'une page de BD. Là, Töpfer, il parle des mots et des images en interaction, mais on n'a pas besoin de mots pour communiquer la réalité, le mouvement, l'émotion. Je l'ai dit très souvent dans le passé, quand j'étais plus jeune, en fait, je me suis rendu compte, quand je lisais des comics qui n'avaient pas de mots, j'entendais des bruits invisibles. Et c'est un peu comme les images invisibles que nous voyons dans notre esprit. Hein, si je dis à tout le monde, maintenant je vous dis « chat rose », vous allez voir dans votre tête un chat rose. Tout comme quand on lit une BD, on entend ce rythme musical quelque part. Donc, depuis les dernières décennies que je suis tout seul à mon bureau, en fait, j'ai essayé de capter ce sentiment de réalité et les rythmes de la réalité que nous vivons tous les jours quand on utilise les gestes que j'utilise maintenant ou quand on rencontre d'autres personnes. Et donc, on retrouve ça dans le rythme de la BD. Et c'est un peu comme la composition musicale. Quand j'écris, je vais relire la page plusieurs fois, par heure ou par minute, ou à répétition, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui est bon, quoi, jusqu'à ce que ce soit bon. S'il y a des musiciens, si vous avez essayé de composer, il n'y a pas de truc rationnel. En fait, on dit non, ça sonne pas, ça sonne faux, quoi. Et là, à un moment donné, on essaie à tirer une émotion du fond de soi. Et c'est ça l'objectif de tout art, hein, je crois. Je n'ai pas répondu à la question, je suis désolé. Hein. Le lecteur, la lectrice de bande dessinée, quand un lecteur ou une lectrice de bande dessinée ouvre un livre, cette personne peut être interpellée par le dessin d'abord, par le texte peut-être, et puis on peut lui pitcher l'histoire, on peut tâcher de lui raconter quelque chose. Ça, c'est plusieurs types d'entrées pour parler de la bande dessinée. Il y a une entrée qui n'est pas définie clairement, c'est la manière dont l'auteur ou l'autrice, en l'occurrence vous-même, pouvez utiliser le langage en essayant de le porter dans des dimensions qui peut faire en sorte que le lecteur ou la lectrice ne l'interprète pas de prime abord, mais se rende compte en fermant le livre qu'il a vécu une expérience peut-être un peu plus approfondie en termes d'exploration de la bande dessinée. Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu très vite, naturellement? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez vous-même? D'abord, rien ne me vient naturellement. Donc, c'est évident quand vous me voyez ici. Donc, je commence toujours avec une feuille vierge. Je n'écris pas de scénario. Peut-être un petit croquis comme ça,
Mais ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va arriver à la page, hein, mais quand on va à l'école, on nous dit que pour écrire, il faut prévoir ce qu'on va écrire, quelle sera la conclusion, et puis après on fait sa disserte. Et je vois ma fille qui fait ça. Donc ma fille, elle est avec moi, elle fait ses devoirs ici à l'hôtel. Donc non, c'est pas ça. Écrire, c'est réfléchir, c'est trouver des solutions au fur et à mesure. Et là que j'écris une BD, à chaque fois que j'ai prévu quelque chose, c'était mort, quoi. Il n'y avait pas un sentiment de vie. Mais si je permettais aux images de suggérer le mouvement de l'histoire, c'est là que ça prenait vie à la page. C'est là que vraiment ça captait la vie de l'histoire. Donc quand je suis là avec ma page vierge, ce que j'ai en tête, c'est un sentiment, c'est une ambiance, c'est un sentiment, une idée de quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un que je veux réanimer, quelqu'un qui me manque, quelqu'un que j'ai raté peut-être. Hein. Peut-être que si on fait un rêve de quelqu'un dans sa vie qui est décédé, que vous avez aimé, on se réveille et puis on a cette impression pendant quelques secondes que la personne est toujours là. C'est ça que je veux capter sur la page. Et de la façon la plus claire possible. Chacun de vos grands livres, Chris, marque une nouvelle étape, un nouvel enjeu, un nouveau pari. Jimmy Corrigan était l'exploration de la vie ou de quelques moments de la vie d'un personnage. Avec Building Stories, au moment où tout le monde croyait développement numérique, vous avez fait reculer les limites du livre avec cette boîte au trésor, cette boîte remplie de merveilles, de surprises qu'on peut lire dans tous les sens. Et puis avec Rusty Brown, qui se présente comme un livre d'allure plus classique, proche de Jimmy Corrigan. C'est une autre construction de récit, ce sont des personnages différents de vous, des histoires qui ont l'air indépendantes et qui se relient subtilement. Donc de nouveaux enjeux. Et en même temps, Rusty Brown nous laisse sur un point d'interrogation, se termine de façon relativement abrupte, alors que plein de relations sont encore possibles. Est-ce que nous pouvons attendre une suite de Rusty Brown, ou est-ce que vous êtes parti dans d'autres projets de bande dessinée? Je travaille sur la deuxième partie maintenant, l'histoire elle-même. Donc il y a 6 personnages et comment les personnages orbitent autour d'un personnage en particulier, qui est un personnage un peu vide en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on vit notre vie. Et l'idée d'être en vie, c'est de comprendre les autres. C'est quand on rencontre quelqu'un, ils vont dire leur nom, par exemple. Comme ici, il y avait une femme qui conduisait la voiture pendant 20 minutes. Donc, on voit un petit peu de leur vie, ce qui les intéresse, les réticences, les hésitations, ce qui fait peur, leurs espoirs. Et c'est ce qu'on doit faire en tant qu'être humain. Et l'art nous aide à comprendre comment faire, comment comprendre l'autre. Donc, mes histoires, c'est ma façon de comprendre les gens qui ne sont pas moi. Pas pour trouver forcément les différences, mais peut-être les similarités que nous partageons. Bon, ça a l'air tout à fait naïf, ça a l'air un peu bené, un peu bête, mais je pense que c'est vrai, c'est ce qu'on essaie. C'est notre boulot en tant qu'être humain. Sinon, qu'est-ce qu'on fout ici, quoi? Ça sert à quoi? L'idée, c'est pas de se séparer. Non, c'est de se comprendre et d'essayer tout simplement de montrer de la sympathie envers les autres. On rencontre quelqu'un et on peut les imaginer quand ils étaient gamins, par exemple. Là, c'est une bonne façon, je pense, de rentrer dans leur tête, de rentrer dans leur cœur. Ça a l'air fou, mais bon, je pense que c'est vrai. Donc ce livre, en fait, essaie de faire ça. Et je vais passer probablement le restant de ma vie là-dessus. Mais bon, peu importe, hein, ce n'est qu'une BD. Hein. Mais je veux capter ce sens, cette idée de comment son esprit change en temps. Et je veux mettre ça dans un seul livre. Donc comme ça, à la fin, il y aura peut-être ce sentiment bizarre, étrange, de comment on se raconte ces histoires à répétition. Et donc juste au point où ça devient simplifié, arrondi, je ne sais pas. Bon, j'espère que je ne vous endors pas là. Hein, Dans l'exposition, on a eu la chance, le privilège, la joie de pouvoir montrer quelques constructions
qui date de vos années de jeunes étudiants, des constructions en bois. L'exposition se termine par des pièces que vous construisez encore vous-même plus récemment, des petites attentions familiales, notamment les poupées des personnages de vos livres. On a vu ces dernières années que vous êtes attelé au commissariat, à la scénographie de certaines expositions. On voit finalement que tout au long de votre vie, vous avez travaillé la matière papier, le livre, le format, le support, mais on se demandait jusqu'à quel niveau, avec ces dernières années, ces nombreuses expositions sur lesquelles vous avez travaillé, vous pouviez manifester peut-être une forme de lassitude du cadre de la feuille, de sortir de plus en plus ou de renouer avec une manière de savoir vous en tenir éloigné régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous à ce point ces dernières années ? Je pense qu'avec chaque livre que je fais, en fait, c'est une exposition. C'est une exposition qu'on achète, qu'on ramène chez soi. Et les livres, bien sûr, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'exposition, pour moi, c'est secondaire. J'ai étudié la peinture et la sculpture quand j'étais aux Beaux-Arts. Et l'anxiété de monter une exposition et la déprime après, la dépression après, quand c'est tout démonté. Je voulais faire quelque chose qui était plus permanent, qui était accessible facilement et quelque chose de jetable presque. Donc pour quelques dollars, quelques euros, on peut le ramener chez soi et le garder pour soi. Pas forcément quelque chose de très cher, donc une pièce unique. Donc montrer ces dessins, enfin, ces choses, ces objets originaux, c'est très dangereux, quoi. Mais bon, à la fin aussi, on a marre d'être assis à une table devant une page vierge, quoi, vierge. Donc là, c'est bien de résoudre des problèmes, d'avoir quelque chose dans ses mains, de sentir, de toucher autour, pas juste à travers. Et un livre, pour moi, c'est une sculpture. Et il faut, si vous êtes... Il y a combien de dessinateurs ici, de BDistes ? Beaucoup moins que je ne pensais. Je pensais que tout le monde allait lever la main. Il y a beaucoup de gens normaux ici, alors. Waouh! Bon, je suis vraiment désolé que vous soyez là un samedi matin. Alors, quand on est dessinateur de BD, en fait, et je pense qu'il est normal de voir ces livres comme sculpture, de quelque chose qu'on tient dans ses mains, qu'on retourne, on tourne autour, comme on fait avec un corps humain. Et donc notre corps contient des souvenirs, des incertitudes, notre vie entière est dans nos têtes. Et la vie entière d'un livre est là-dedans. Un livre ne c'est pas une jolie façon de raconter une histoire, avec de jolies couleurs, donc voilà, entre deux feuilles de carton. Mais non, on peut faire ça, mais pourquoi faire le truc classique? Non, pour moi, le livre, c'est une sculpture. Et la façon d'aligner les images dans un livre, en fait, on crée une sculpture dans la tête du lecteur. On le fait tous les jours, surtout les enfants, les maisons dans lesquelles on grandit, on se promène, la façon d'organiser nos neurones en fait. Donc il y a des neurones cartographiques en fait. Donc apparemment c'est organisé donc avec des coordonnées X, Y, Z, donc en 3 dimensions. Donc il y a ces petites structures cérébrales qui ressemblent à l'espace architectural que nous vivons. C'est étrange comme idée, mais je pense que c'est pour ça que nos maisons, les lieux où on habite, c'est pour ça que c'est tellement important. On commence à structurer nos propres souvenirs, nos histoires autour de ces espaces. Et pour moi, la BD, c'est le médium qui exprime ça beaucoup mieux que le cinéma. Peut-être la littérature, je ne sais pas. Désolé. Cher Chris, lire un de vos albums, c'est vivre une expérience exigeante, passionnante, mais exigeante. Chaque planche, parfois chaque case, est remplie de détails, parfois minuscules. Certaines pages fonctionnent comme des rébus dont on cherche à percer les codes. Est-ce que vous ne craignez pas parfois de demander trop au lecteur ? Ou pour le dire autrement, est-ce que vous ne craignez pas qu'une partie importante de ce que vous avez mis dans vos histoires ne soit pas perçue? Non,
Non, non, je pense que les gens, ils vont penser qu'ils sont arnaqués. Non, non, je veux pas que les gens, les lecteurs se sentent arnaqués. Donc je veux utiliser chaque centimètre de la page, tout comme la réalité utilise chaque seconde carrée du temps. Et donc c'est la personne qui vit sa vie pour savoir s'ils veulent être engagés ou pas. Donc je veux qu'il soit aussi engageant, une expérience réelle et texturée. Je pense surtout avec les écrans que nous avons devant notre visage, qu'on regarde en permanence. Et je pense que ça nous a empêchés d'aller au-delà quand on regarde des choses, de voir la texture plus fine de la vie. Les gens, il y a 100 ans, ils étaient peut-être beaucoup plus sensibles à ça, la texture d'une feuille, ou tout simplement voir les petits détails de la vie. Je ne sais pas, j'ai peut-être tort, mais je ne veux pas que le lecteur se sente arnaqué, triché, dupé. Je leur donne la réalité. Mais la réalité, c'est compliqué. Là, on ne connaît pas le niveau de détail qu'il y a, en fait. Pendant les visites de l'exposition, énormément de visiteuses, de visiteurs se sont arrêtés devant l'impression marquante que peut provoquer la vision de la grande majorité des pages que compose l'histoire de Joanne Cole, ce personnage qui figure à la fin du recueil Rusty Brown. On a l'impression quand même que ce chapitre, cette histoire, marque l'aboutissement d'une évolution de votre travail dans votre pratique, dans votre approche du dessin. On sent que constamment il évolue, mais dans la manière dont vous abordez l'histoire, en commençant, comme le disait Benoît tout à l'heure, avec des œuvres qui avaient une grosse teneur autobiographique. Jimmy Corrigan, on sait que c'était une grande part de vous qui était projetée là-dedans. Et puis petit à petit, l'autre œuvre évolue. On a l'impression qu'elle s'ouvre de plus en plus à l'extérieur, au monde qui l'entoure. Il y a une forme de générosité qui se met en place peut-être, ou d'empathie plus palpable, plus sensible pour le lecteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Est-ce que vous avez conscience de ça, dans la manière dont les enjeux des histoires que vous racontez ont pu s'ouvrir? Eh bien, merci beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est ce qu'on doit essayer de faire en tant qu'être humain, comprendre les gens qui sont de moins en moins comme nous. Et si on écrit, on doit connaître ses limites. Je trouve ça un petit peu déstabilisant, en fait. Moi, j'étais très inquiet parce que j'avais ce personnage qui était une femme, une afro-américaine, enseignante. Moi, je ne le suis pas. Mais ma femme, elle est prof, mais est-ce qu'on est très différents? Je ne sais pas, mais il y a une différence pour ce personnage et pour les Afro-Américains en général, dans leur traitement quand ils étaient jeunes, dans la façon dont ils ont grandi. Et moi, en tant qu'auteur, je dois comprendre ça, parce que moi, je suis de l'autre côté de l'équation. Mais il y a tellement de séries télé où il y a des criminels, où on se met dans la tête des tueurs en série, des criminels, des assassins. Mais est-ce que c'est important pour nous? Je crois qu'on en a assez. Et je trouve ça bizarre, en fait, que ce soit beaucoup plus acceptable pour moi d'écrire quelque chose sur un tueur en série que d'écrire quelque chose sur une prof afro-américaine, quoi. C'est un peu bizarre, non? Je ne sais pas. Mais je trouve ça très dérangeant. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. Mais pour le first person shooter, le FPS en fait, hein, c'est tout simplement un FPS quoi. Et ben voilà, on veut faire ça dans les jeux vidéo, c'est bon quoi. La culture accepte ça. On accepte l'idée qu'on rentre chez soi, on tire sur des gens en FPS quoi. Ça dit quoi de notre culture? C'est parfait pour entraîner les militaires, pour enlever des gens des lycées, pour les envoyer dans les guerres où ils n'ont pas leur part. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est en fait FPS maintenant, c'est First Person School Teacher, donc c'est prof à la première personne quoi. Merci Chris de ce très beau développement. Je reviens à des questions un peu plus pragmatiques. Dans l'exposition, nous privilégions les originaux avec les traces de crayons bleutés. On entre dans la fabrique de votre travail, mais il y a une dimension que nous montrons peu, c'est celle de la couleur. On la voit régulièrement ici sur l'écran. La couleur, qui est la seule chose, je crois, que vous réalisez à l'ordinateur, a beaucoup évolué dans votre travail.
Dans Jimmy Corrigan, on a une gamme de tons assez doux, assez pastels, des camailleux, qui peuvent presque parfois faire penser aux couleurs de Tintin ou de Jos Swart. Et puis, dans les dernières années, il y a un usage extrêmement frappant de la couleur pure, de couleurs éclatantes, avec une dimension plus directement graphique. Quel est aujourd'hui votre rapport à la couleur et la couleur dans la bande dessinée? À quel point vous semble-t-elle constitutive de ce que vous voulez raconter? Merci d'avoir remarqué ça. Oui, d'abord, ça concerne en fait l'amélioration de l'impression qu'il y a 20 ans, quand j'ai fait Jimmy Corrigan, je voulais que les couleurs soient comme ça, mais c'était peut-être un petit peu d'estompage à l'impression quand ils ont imprimé ces œuvres. Les couleurs que je peux avoir maintenant à l'ordinateur sont à la fois très synthétiques, mais aussi analogues à la façon dont on voit le monde. On voit le monde comme adulte d'une façon presque comique. La couleur, si on serre un peu les yeux, si on défocalise sa vision, c'est comme ça qu'un peintre, artiste peintre, verrait le monde. On voit des couleurs, on voit les images, mais comme adulte, tout le temps, on fait chevaucher ces illustrations mentales sur le monde. Table, critique de comique, chaises, fauteuil, conservateur d'expo, et on a ces raccourcis du monde. Et il y a une tension entre le souvenir et la vision. Et donc, la BD, avec cette ligne noire de souvenir et la couleur de la scène, ça fait une approximation de notre navigation du monde. Peut-être pas comme enfant, mais comme adulte. En plus, pour la couleur, je l'utilise comme moyen secondaire pour structurer l'histoire, comme on se souvient des choses, parce que quand on se souvient des choses, nos cerveaux rejettent certains trucs pour faire un emballage d'autres histoires, pour comprendre cette histoire. Et j'ai trouvé, en travaillant sur une feuille, certaines couleurs, comment ça, je ne sais pas le mot, mais sans faire exprès, comment ça se liait à différentes parties de l'histoire de façon inattendue. Et je me rends compte que cette partie de mon histoire est plus importante que ce que j'avais pensé quand je faisais la narration uniquement avec des traits. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais c'est peut-être ennuyeux, donc je saute ça. Pour revenir à des pièces dans l'exposition qui font réagir le public, en tout cas lorsqu'on a l'occasion de le voir, c'est la manière dont vous pouvez passer énormément de temps sur des détails. Évidemment, ça c'est quelque chose qui s'est ressenti dès le tout début de la diffusion de vos œuvres. Mais plus récemment, notamment pour vos travaux pour le journal The New Yorker, on a pu observer vos originaux. Et là, un détail a frappé beaucoup de gens, nous au premier rang, c'est la manière dont vous pourriez vous passer d'ajouter des détails et envoyer simplement votre dessin au maquettiste du journal, au service de l'infographie du journal. Au lieu de ça, chaque fois, vous reproduisez à la main la titraille, le titre du New Yorker, en gardant évidemment la copie exacte, très conforme du logo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la nécessité pour vous de faire ça vous-même, manuellement? Vous voulez la vérité ou bien j'invente un truc? Les deux. Non, je blague. Je le fais quand je commence parce que après, je sais structurer l'image autour du logo parce que c'est le logo qui est le plus important. Et si je ne prends pas ça en compte quand je structure les images, ça va ressembler à une sorte de surimposition. Les New Yorker, l'héritage, le dernier magazine américain qui traite des images avec la dignité et du respect comme une galerie d'art. Merci beaucoup à Françoise Mouly qui est directrice artistique qui permet aux artistes de faire ce qu'ils veulent pour le New Yorker. Parce qu'il n'y a pas un truc où il n'y a pas de titre qui dit oui, la terreur de l'Ukraine, oh, la pandémie n'est pas finie, et tout ça. C'est simplement une image que l'on ressent et qu'on comprend. C'est simplement ces mots, The New Yorker, qui disent regardez l'image, vous êtes assez intelligent, vous, pour ressentir ça vous-même. Donc, j'essaie d'incorporer ça, ce titre dans l'image quand je dessine, aussi avec l'angle
du bout du mot pour structurer l'image, ou le W ou le O aussi. C'est un autre moyen de montrer un respect pour la grande intelligence des lecteurs et des visionneurs. Il faut toujours présumer que le lecteur et celui qui regarde est plus intelligent que vous, parce qu'ils le sont sûrement. En fait, tout le monde a une intelligence spécifique et spéciale que le gars à côté n'a pas. Tout le monde a une différente façon d'aborder le monde, de voir le monde, que ça soit vu comme étant intelligent, émotionnel. Il faut comprendre que tout le monde voit le monde différemment, un tout petit peu. Et quelque chose s'est passé dans leur vie qui va contribuer quelque chose à ce que vous avez fait en tant qu'artiste et que vous n'avez même pas compris en le faisant. Il faut montrer du respect à vos lecteurs. Vous ne pouvez pas, si c'est didactique, si vous essayez de dire quelque chose avec votre art, arrêtez et recommencez tout. I think qu'une des choses qui court à travers tout votre travail, c'est une sorte de démarche d'artiste in situ. On a l'impression qu'il s'agisse de concevoir un des premiers fascicules d'Acme Novelty Library avec son format spécifique, qu'il s'agisse de penser un livre comme Jimmy Corrigan avec sa couverture dépliable, qu'il s'agisse, comme vous venez de le dire, de concevoir et composer une couverture du New Yorker qui joue avec les codes du New Yorker en même temps qu'avec le monde qui nous entoure, qu'il s'agisse de penser le puzzle extraordinaire qui accompagne Building Stories et qui est pensé jusque dans la découpe des pièces, qu'il s'agisse d'intervenir dans une exposition sur l'architecture ou de réaliser la très belle affiche du Festival d'Angoulême. À chaque fois, vous cherchez à mesurer une situation un peu comme un architecte qui prendrait la mesure du terrain et qui se dit il ne s'agit pas seulement de construire la maison dont les gens ont envie ou le signe architectural que j'ai dans la tête, mais de penser ici et maintenant un cadre, une forme et des contraintes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu dans la tête ou qui vient de vos études artistiques? Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une préoccupation que très peu d'auteurs de bande dessinée ont et qui est chez vous tout à fait prépondérante. Peut-être j'ai un truc qui cloche, quoi. Oui, j'ai dit plutôt. La BD, c'est une façon d'approcher nos souvenirs. Je dois donc créer quelque chose qui n'impose pas une structure sur un récit, mais plutôt de construire un récit où la structure prend une importance. Alors que je travaille dessus, il faut une sorte de flexibilité, de lâcher un peu, de lâcher prise un peu, mais c'est tout à fait vrai, quoi. Il faut être réceptif par rapport à ce que vous faites sur la page. Et c'est comme nager, quoi. Il faut sauter dans l'eau, il faut bouger ses bras et espérer qu'on ne se noie pas. Et en avançant, on voit ce qui marche ou pas. C'est tout dans notre cerveau. C'est là, c'est pas là sur la page. Hein. Tu te dis pas ce qu'il faut faire. C'est le cerveau qui est extrêmement organisé. Si on n'était pas organisé dans le cerveau, on pourrait pas parler. On serait vraiment foutu. Les structures qui contrôlent la linguistique seront similaires aux structures qui contrôlent l'art et le souvenir. Il faut que ces choses puissent sortir sur la feuille. Si on essaie de prévoir, de prévoir ces structures, ça donne rien du tout. Ça tombe à l'eau. Et j'essaie toujours de dessiner, pas comme je vois, mais comme je me souviens des choses. C'est un mélange des deux. Il faut que ça soit clair, compréhensible, et fondamental et avec une émotion profonde pour qu'on se sente vulnérable, plus vulnérable. Ou comme on ressent de l'émotion pour une personne qu'on aime beaucoup. J'ai l'impression d'être fou là et de dire des paroles de fou, mais c'est vrai. Par exemple, on vous dit qu'il faut faire l'affiche du Festival d'Angoulême. Elle devra avoir une déclinaison verticale, une déclinaison horizontale, il faudra mettre des logos. Et j'ai l'impression que ce n'est pas du tout quelque chose qui vous gêne, mais qui vous stimule, que vous acceptez, que vous prenez en compte, tout en développant ce que vous venez de dire, votre propre univers et votre propre façon de réagir au monde. Il y a des artistes qui perçoivent la contrainte comme un poids, mais vous la prenez vraiment comme un point de départ et une manière de vous affirmer encore plus.
comprendre où on est, dans quelle situation, qu'est-ce que c'est qu'une affiche d'Angoulême. Voilà, par exemple, est-ce que vous pouvez, sur cet exemple-là, nous dire quelques mots? Je dois faire l'affiche du festival d'Angoulême, le 49e festival d'Angoulême. Comment est-ce que j'aborde ce problème? Mais c'est un festival de la BD et c'est le plus drôle et le plus grand du monde, je pense. Et je voulais faire quelque chose qui concernait l'histoire de la BD et aussi comment ça fonctionne dans la tête des lecteurs et des BDistes. J'ai commencé avec ça et je voulais faire ça de façon, si quelqu'un attendait à la gare, sur un quai de gare et leur téléphone, la batterie était morte, et ben, ils auraient un truc à regarder, quoi. C'est pas quelque chose qu'on regarderait et dire oui, il faut que j'achète du Chanel numéro 5 ou... Je voulais faire un truc de mon mieux et donner le maximum pour tirer des émotions de celui qui regarde. Mais je ne sais pas si ça a réussi. C'est là le contexte. Je travaille à l'intérieur des contraintes. Je sais qu'il y aura tout un mur de logos de soutien, des sponsors. Après, il faudrait certaines couleurs qui marchent avec ça, qui fonctionnent avec ça. Ça devrait concerner l'impression, le souvenir, la BD et le rythme. Et j'essaie de faire mon mieux. C'est ce qu'elle disait, ma maman, quand j'étais petite. Elle disait, fais de ton mieux, fais de ton mieux. Donc oui, d'accord, je fais de mon mieux. Merci, maman. Les amateurs, amatrices de bande dessinée, les théoriciens, les théoriciennes surtout, se déchirent régulièrement sur ce qui peut composer l'essence de la bande dessinée. Et certains vont nous expliquer qu'il faut absolument 2 cases, que c'est important d'avoir cette espèce de transition pour stimuler le lecteur qui complétera l'espace intericonique et ce genre de choses. Il y a quelque chose d'assez flagrant dans votre travail, c'est que vous exploitez ça dans tous les sens, dans toutes les directions, ça on l'a bien compris. Plus récemment, en sortant du format livre ou des formats petites revues, petits comics ou en tout cas imprimés conséquents, vous avez entamé avec le New Yorker quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que vous avez vous-même imaginé parfois des biais narratifs, des connexions narratives que la plupart des lecteurs et lectrices ne remarqueront pas forcément. À plusieurs semaines, à plusieurs mois d'intervalle, vous réutiliserez des personnages qui par ailleurs auront pu apparaître dans une ou deux de vos œuvres précédemment. Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que vous prenez ça comme un espèce de jeu, toujours en comptant sur l'intelligence de la personne qui le regardera? Est-ce que, de quelle manière ça vous stimule, vous, de semer des pistes comme ça, des petits cailloux? Comme ce que je fais pour le New Yorker, c'est ça, donc avec des indices. C'est Françoise Mouly, donc directrice d'art. Il y avait beaucoup d'intérêt dans Mary Petty, donc beaucoup de couvertures du New Yorker sur 25 ans. Elle m'a montré ça. Si on regardait tout à la fois, ça formait une espèce d'arc narratif. Et je me suis dit, oh, wow, il faudrait peut-être que je fasse ça. Françoise me l'a montré pour me dire, oui, il faudrait que j'essaye. J'ai essayé. Du coup, c'est quoi? C'est dans un coin de la tête de connecter des choses que je pourrais leur donner, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est intéressant si vous regardez quelque chose dans un magazine et vous reconnaissez un personnage et vous vous rendez compte que ce personnage est plus âgé et vieilli par rapport à la dernière fois. C'est intéressant, c'est comme la vraie vie. Oui, je t'ai pas vu depuis 6 ans, tu as l'air affreux, quoi. C'est comme ça la vie, hein? C'est ainsi se déroule la vie. Et j'essaie de mettre ça dans mes histoires pour compliquer un peu les choses, plutôt que juste remplir ma mission de faire une couverture sur la pandémie et tout ça. Ça fait partie donc d'un livre plus long sur lequel j'ai travaillé. C'est intéressant et c'est vrai. Chris, hier, nous étions ensemble dans les réserves du musée de la bande dessinée. Vous feuilletiez longuement et vous regardiez avec une extrême attention le manuscrit original de Rosalie de Calvo. On sait que vous êtes un grand connaisseur et passionné de l'histoire de la bande dessinée, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs. Vous avez contribué à la réédition, des rééditions magnifiques de Crazy Cat de George Herriman. Vous nous avez fait redécouvrir Walton Skizix de Frank King, une série qui semble votre contemporaine. Vous êtes proche d'auteurs comme Art Spiegelman, qui a découvert votre talent, comme Dan Close, comme Richard McGuire, dont
le livre Ici, Here, a tant d'écho avec votre propre travail et sur lequel vous avez écrit généreusement. Tout votre travail témoigne d'une foi profonde dans le langage de la bande dessinée, dans ses possibilités, dans l'idée qu'après 2 siècles, la bande dessinée n'a pas tout dit, alors que tant d'artistes de bande dessinée semblent ne rêver que d'une chose, c'est d'être adaptés au cinéma ou de devenir eux-mêmes réalisateurs. Est-ce que vous continuez à croire avec la même intensité à toutes les possibilités passées, présentes et futures du 9e art? Tout à fait, oui. C'est l'art d'une seule personne qui est assise à une table. Ce n'est pas un art collaboratif, ça ne peut pas être. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand il y a des tas de gens qui travaillent sur une seule chose. Mais la langue, la langue a été changée dans les années 30 et 40 quand les BD ont essayé d'imiter et absorber le langage cinématographique et ça s'est figé en fait. Et les BD du début Top Fair des années 30 jusque dans les années 20, le langage s'est développé de façon très intéressante. Et j'ai réalisé il y a quelques années, ça s'est figé quand des cartoonistes ont essayé les BDistes ont essayé d'imiter ce qu'ils voyaient sur l'écran. Et c'est bien, c'est comme si on s'endormait en film, en rêve en film. Et c'est terrifiant. Et ma fille m'a dit hier qu'elle avait eu un rêve avec un film et qu'il y avait le générique à la fin, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ma fille, quoi? Ça est vraiment des aléas dans cette méta-connaissance de l'univers. Mais le langage de la BD doit changer pour absorber et exprimer des émotions humaines plus profondes. J'essaie de faire ça en regardant et re-regardant, comme Richard Maguire, re-regarder ces artistes aussi géniaux que Richard Maguire, peut-être le meilleur roman graphique de fiction qui a jamais été publié. Si vous ne l'avez pas lu, je le recommande fortement. Ça a changé ma vie. Art Spiegelman, Mouse aussi, et Raw, son magazine qu'il a fait avec Françoise Moulet. C'est la première fois que je me suis dit, waouh, la BD peut être encore plus. Robert Crumb, je vais continuer à Charles Burns et autres. J'essaie de tout regarder. Je ne vois pas trop de différence. Vous dites, mais contemporain, je pense à Rodolphe Fer. Il dessinait lui-même ses livres. Et c'est la première fois où les images ont pris vie sur une feuille. C'est la magie de la BD. Et ma définition de la BD, je dirais que la BD, c'est l'art de lecture. On lit des images et quand on lit les images, il se passe une chose sur l'image où la vie prend forme sur la page une microseconde. Et de Top Fair, ces BD étaient ceux qui ont saisi ça. L'histoire d'Albert Leverne, le premier roman graphique, je ne sais pas, 1840. C'est très, très, très lisable. 1845. C'est la fin de sa vie et la fin de sa vision, ses yeux. Et vous savez à quel point c'était important pour lui de simplifier ses dessins parce qu'il avait des soucis de vue. Et dans ce livre aussi, le personnage principal n'est pas dessiné de façon habituelle le style qu'il utilise dans d'autres livres. Do you remember? Do you remember his books? Et Rusty Brown, ce sont aussi des petits livres horizontaux avec ces séquences d'images qui courent de gauche à droite. Donc, on a l'impression que la bande dessinée n'a pas vraiment fait de progrès, qu'aujourd'hui elle revient sur elle-même et qu'elle réactive les mécanismes très anciens. C'est une chance, je crois. Nous, on a quand même avancé parce que faire des BD mieux, c'est d'aller plus profond ici. On est plus profond là. Et c'est pour ça que James Joyce est si important. Il a vraiment plongé dans le souvenir, la mémoire et la conscience. Comme Tolstoï aussi, il s'est plongé dans les émotions. Il a écrit une histoire sur ce qu'on ressent quand on meurt. Et je pense que c'est fidèle, quoi. Mais qui d'autre que Tolstoï pourrait vraiment rapprocher ça de si près, le moment suprême
on va dire, ou le moment clé d'une vie humaine. Et c'est important. Il faut voir ce qui marche quand on le fait et ce qui ne marche pas quand on le fait par rapport à ce que vous ressentez et ce qui pourrait être ressenti par le lecteur et ce qui prend sens dans cette structure de la BD. Ce n'est pas simplement dessiner une image et mettre des mots dessus. C'est la chose qui transforme une image à quelque chose de lisible, mais ce n'est pas la BD, ça. Cette appréciation que vous avez justement, ce que vous venez de dire là, sur le... Il y a quelque chose qui relève de la simplification dans votre travail ces dernières années, avec un espèce de corpus, un espèce d'ensemble d'éléments. En fait, on a l'impression qu'au début de votre carrière, on voyait vos travaux d'illustration, vos travaux de commande qui tournaient autour de représentations graphiques issues de vos histoires. On pense à des pochettes de disques, à des objets publicitaires, des choses comme ça. On avait l'impression que vous aviez développé une boîte à outils dans laquelle vous étiez à l'aise, dans le langage, dans la représentation, dans la réalisation. Ces dernières années, on voit bien que vous êtes parti sur une direction qui tend vers une simplification, et ça rejoint ce que Benoît disait tout à l'heure sur une palette de couleurs qui est beaucoup plus resserrée, mais aussi sur des éléments graphiques, sur une utilisation du message. On pense à des jeux typographiques de plus en plus courts et efficaces. Moi, j'ai l'impression que les dernières choses qu'on voit, notamment les travaux que vous avez réalisés lors de votre workshop dans cette école d'art à Chicago, qui représente un peu cet univers graphique dont on voit les représentations en bois à la sortie de l'exposition, ça représente quelque chose qui tend sur une forme qui est entre la bande dessinée traditionnelle, en admettant que vous n'ayez jamais fait une bande dessinée traditionnelle, c'est encore autre chose, et puis quelque chose dans l'épure du pictogramme, de l'idéogramme. On a l'impression que cette nouvelle forme qui apparaît chez vous tend vers cette simplification. Est-ce que c'est quelque chose que vous privilégiez désormais, ou est-ce que c'est juste une escapade en parallèle de vos autres projets en cours? Désolé pour cette grande question. Je crois que je comprends la question. Vous parlez donc de ces rigolades d'abstraction. Saul Steinberg m'a inspiré pour ça. C'était aussi un caricaturiste pour le New Yorker. Ça concerne le langage de la BD de façon abstraite. Non, ce n'est pas forcément mon nouveau travail, ma nouvelle direction. C'est simplement une aparté. C'est une entrée de la tête. Je pense et repense trop une chose, mais j'essaie de permettre aux images de se lâcher sur la page, même si ça a l'air plus biaisé. Et quand je travaille là-dessus, je réfléchis de façon plus intuitive que quand j'ai écrit des histoires. Si ça, ce que je dis là. Et ça sera dans un livre. J'aimerais écrire un livre par rapport à comment faire une BD sans un seul mot, uniquement des images. Mais je ne sais pas. C'est comme des choses imprimées, donc on pourrait mettre ça sur son mur et ne pas s'ennuyer autant qu'en regardant donc une page d'une BD. C'est vraiment une réponse stupide à une très très belle question, formidable. Je m'excuse. De cette rencontre, merci de vos réponses si riches qui donnent envie de relire vos albums. Mais je pense à un paradoxe qui est au cœur de votre œuvre et de votre démarche depuis le début, c'est de mêler une attitude d'expérimentateur constant qui fait reculer les limites du langage de la bande dessinée, qui tente des choses parfois bizarres, et puis une autre volonté qui est celle de toucher, d'émouvoir, de mettre en scène des émotions et des sensations fines. Ce n'est pas toujours évident. Vous parliez de Joyce, on peut penser à Proust, ce n'est pas toujours évident de faire ces deux choses ensemble, mais il y a un artiste, un écrivain auquel votre travail dans Building Stories fait furieusement penser, c'est Georges Perec. Il a raconté dans La vie mode d'emploi l'histoire d'un immeuble, et en même temps il raconte l'histoire d'un homme passionné de puzzles. Est-ce que c'est un auteur que vous avez découvert après coup, ou est-ce qu'il appartient d'une certaine façon à votre famille dans cette tension entre un côté Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, ou Bapo, ouvroir de bande dessinée potentielle, et l'envie de toucher au plus profond de nos vies, à la perte, aux relations et à la menace de la mort, à la disparition qui était au cœur de son œuvre, comme d'une certaine façon au cœur de la vôtre.
Wow. Je pense que vous me prenez pour plus intelligent que je le suis. Mais bon, j'ai une copie de Life in User's Manual, thank you sir, de ce livre de Georges Perec. Mais Françoise Mouly me l'a donné quand je travaillais sur Building Stories. Et j'ai fait exprès de ne pas le lire pour ne pas être influencée par ce livre parce que j'avais l'impression que j'allais tricher et voler ses idées après. Je ne l'ai toujours pas lu d'ailleurs. C'est à côté, soi-disant, c'est à ma table de chevet. Dedans et un faiseur de puzzle. Mais Mais vous saviez qu'il y avait dedans un puzzle et un faiseur de puzzle, comme ce que vous avez fait avec Building Stories après, exactement dans le même esprit? Je ne savais pas ça, non, merci, vous me l'apprenez. Je suis désolée, Georges Perec, j'aurais dû lire le livre et j'aurais pas fait le puzzle. Mais j'adorais le titre du livre parce que tout le monde aimerait avoir. Oui, vous lisez ça et vous saurez quoi faire avec le mot d'emploi de la vie, quoi. C'est pour ça qu'on veut lire la fiction. On ne lit pas la fiction pour savoir comment mener nos vies, mais plutôt comment se souvenir de nos vies, il me semble. Même si ce n'est pas dit, quand je lis un bon roman ou même une belle histoire, Tolstoï et autres, subitement je me dis, il y a quelqu'un qui me mène, qui me contrôle, qui contrôle mon sens interne de moi, qui qui tient la peur de ce bateau, parce que les histoires que l'on se raconte, on apprend à parler d'autres personnes, s'il nous les faut dans l'histoire de leur vie, on se raconte les mêmes histoires de nos propres vies à nous-mêmes, du moment où on est jusqu'à notre mort. Et c'est que cette histoire-là que l'on emporte avec nous. Il n'y a rien qu'on emporte d'autre, même pas nos vêtements, quoi. Les souvenirs de ces gens, nos parents, nos grands-parents, nos femmes, nos enfants, et c'est à nous même. Et on travaille, on œuvre toujours là-dessus quand on conduit et on ne pense pas pourquoi j'ai dit ça à cette personne. Ah oui, si, on repense ça quand je suis en train de travailler. Et je me dis, il faut que j'appelle un tel parce que ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Bon, c'est une fiction qu'on s'écrit constamment, qui va avec nous au tombeau. Et c'est tout le monde, peu importe qui vous soyez, peu importe votre façon de faire, ce n'est pas différent de ce que fait un auteur. L'auteur l'écrit ou le dessine, mais vous dessinez, vous écrivez dans vos esprits aussi. C'est pour ça qu'il nous faut des histoires. On veut de la fiction et aussi de l'art. Et il faudrait que je lise Georges Perec. Je voudrais remercier Chris pour ce moment bienvenu de paix. Il nous a dit l'autre jour sur la scène du théâtre. Thank you very much. I appreciate it. J'espère que je ne vous ai pas fait dormir. J'espère que je ne vous ai pas fait gaspiller votre temps. C'était pas une question de gagner des prix, d'être meilleur que l'autre, mais c'était une façon de partager. Je pense que c'est ce que nous avons vécu pendant cette heure. On vous remercie tous d'être venus. Ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, bien sûr, voyez-la, elle est là jusqu'à demain soir. Et merci aussi aux interprètes qui, je crois, ont si talentueusement traduit et fait vivre les mots de Chris Ware dans une autre langue. Merci, replongez-vous dans ces livres et on attend la prochaine venue de Chris Ware avec le prochain livre sûrement surprenant que nous attendons de lui. Voilà, c'est un artiste en devenir et c'est une joie. Merci. Merci, Chris Ware. Okay. Merci, thank you. Thank you very much. Merci à tous d'être venus. Merci, c'est très sympa. Non, mais belle journée à tous. Et allez manger.